Bonjour à tous et bienvenue dans Vous prendrez bien un film, podcast qui parle de cinéma. Et aujourd'hui, nous sommes avec Simon, comme d'habitude. Salut. Et Maxime qui est revenu. Salut. Revient. Je reviens, j'ai retrouvé l'entrée. Ah, c'est bien. C'est parce qu'il y a des saucisses au repas, donc je reviens. Ah bah oui, normal. Et aujourd'hui, on va parler de Pentagon Papers, The Post en VO, de Steven Spielberg. Voilà. Et pour ça, je vais te laisser nous parler de quoi ça parle, nous dire de quoi ça parle, nous parler de quoi ça parle, c'est intéressant. Ça peut se dire. Ça peut se dire. Oui, tout à fait. Donc Pentagon Papers, donc en 1971, un observateur du gouvernement qui est présent en pleine guerre du Vietnam sur place se rend compte que la vérité n'est pas dite sur la situation du Vietnam et décide de mettre à disposition des documents secret défense sur comment se déroule la guerre du Vietnam, et voilà, à disposition des journaux qui le souhaiteraient pour dire la vérité aux Américains. Voilà. C'est ça. Et du coup, on va suivre deux personnages qui vont être joués par Tom Hanks et Meryl Streep, qui jouent respectivement le rédacteur en chef du Post, et Meryl Streep qui joue la propriétaire du journal. Et on va suivre du coup toutes leurs investigations pour récupérer ce fameux dossier, ce fameux rapport, pour le publier. Donc réalisé par Steven Spielberg avec toute sa team habituelle. Donc à la musique John Williams, à l'image Janusz Kaminski, Michael Kahn au montage, tout ça, enfin toute l'équipe habituelle qui sont extrêmement doués. Produit par la Fox en 2018 du coup, sorti en janvier 2018 en France. Alors déjà, le film il a été réalisé par Spielberg pendant la post-production de Ready Player One. Donc c'est un hobby en fait. C'est ça. Pendant que je fais un film à 200 patates, je vais faire un petit film. 200 patates quand même, parce qu'il y a Tom Hanks dedans. Donc, non, mais je parlais de Ready Player One. Ah oui. et il arrive à faire ça, il arrive à faire ce film, petit film de bureau. C'est ça. Pendant la pause, quoi. C'est un film fait pendant la pause repas. Ouais. C'est ça. Donc un film qui s'annonce un peu comme un film, un drame historique, comme il a déjà fait par le passé. Où là, c'est vraiment, on va être enfermé avec des gens dans des bureaux, ils vont se téléphoner, s'envoyer des papiers, taper à la machine à écrire. C'est un mélange de drame historique et d'espionnage, parce que je trouve qu'il y a une vraie vibe d'espionnage dans le début du film, où il envoie le stagiaire, etc. On en parlera après, mais je trouve qu'il y a vraiment ce côté très filmé, mais espionnage version low cost. Ouais, mais vu comment ça annonce le film, quand tu le lis sur le papier, ce que ça va être, tu te dis, ça va être un peu barbant, un peu pas forcément. T'attends pas forcément quelque chose de très dynamique et de très qui t'emporte vraiment. Et pour le coup, pour moi, ça a été. Enfin, c'est pas une surprise parce que je sais que Spielberg est Spielberg, mais il arrive à te faire un truc qui est jamais posé, enfin qui t'emporte toujours. C'est toujours en mouvement, c'est toujours chorégraphié, c'est toujours dans des rapports de force entre des personnages. Il y a toujours un sens précis de la mise en scène et du cadrage tout le temps. Ce qui fait que tu as toujours l'impression de voir un film presque d'action ou un western presque. Oui, et puis il y a un sens de la Steven Spielberg. Steven, je le connais, donc on va l'appeler comme ça. Tonton Steven. Il a un sens de la dynamique dans ses films et de la rythmique. Il y a plein de moments où la rythmique change. Par exemple, quand il y a la première publication du Times, paf, le truc était très posé, avec des cadres très, très lents, qui se déplaçaient très peu. Tout d'un coup, passe sur des trucs hyper dynamiques, avec des plans de caméra en contre-plongée, et que ça change totalement la manière de voir le film. Puis ça redevient plus lent quand il faut prendre la décision. Mais quand la décision est prise, tout s'accélère. Il a cet art de raconter une histoire qui, effectivement, de base est un peu plan-plan, c'est un drame historique, c'est plus un documentaire Arte à la base. Il arrive à rendre ça dynamique comme un documentaire Arte, finalement. Avant d'aller plus loin, on précise quand même qu'on va spoiler, comme d'habitude, en long, large et en travers. Est-ce qu'on peut parler déjà de la séquence d'introduction ? Sur la guerre du Vietnam ? Ouais. Formidable. La guerre du Vietnam, un peu classique, je trouve, parce que j'ai l'impression de voir un début de tous les films de la guerre du Vietnam, c'est-à-dire la musique classique, évidemment, une bonne musique des années 70. Creedence, ça c'est... Classique. C'est Creedence Clearwater, c'est ça ? Oui, Creedence Clearwater Revival. C'est ça. Et du coup, des hélicos qui arrivent, des gens qui débarquent dans la jungle, ils sont surarmés, comme d'habitude, et ils se font tirer dessus, mais on ne sait pas d'où. La menace vient de l'ombre, parce que les États-Unis n'ont jamais su d'où venait vraiment la menace, et je trouve que c'est assez classique.
mais ça ressemble beaucoup à un film que j'aime beaucoup qui est Avatar. Ça m'a beaucoup fait penser à Avatar. Mais, Pourquoi il ramène le Avatar? je ramènerai tout à Avatar maintenant. D'accord. Mais c'est pour te faire plaisir. C'est gentil. Et voilà, je trouve qu'elle est assez classique, mais elle met tout de suite l'ambiance. Et surtout, pour un film qui s'annonce plan-plan, bah, finalement, ça t'en met plein les yeux. Et ça te pose le contexte historique, mine de rien, sans marquer la date. Ok. Et du coup, Avatar, c'était juste pour le placer. C'était juste pour le placer là très maintenant. Ok, d'accord. D'accord. C'est fait. Oui. Je suis d'accord sur le fait que ce soit extrêmement classique, mais du coup, tu arrives en terrain inconnu et Spielberg connaît ses classiques aussi, tu vois. Donc, il réutilise l'imagerie ou même l'audio, tout ce qu'on connaît pour nous poser vraiment direct, c'est le Vietnam. Et là-dessus, il nous emmène sur on suit un personnage, Dan, du coup, donc le type qui Daniel Berg, qui vient observer. Et en ça, il y a une transition qui est assez sympa à la fin de cette séquence, où on part d'un son de mitrailleuse, ils sont en train de se tirer dessus, etc. Et le son de la mitrailleuse se mue en son d'hélicoptère, qui se mue en son de machine à écrire. Je trouvais ça assez sympa, cette petite transition, cette petite boucle. Il mitraille le journalisme. Voilà, le message est hyper clair. C'est une arme. Voilà, jusqu'à la révélation, on suit vraiment Dan jusqu'au bout. Sachant que c'est pas un journaliste. C'est pas un journaliste, mais on suit sa prise de conscience, quoi. Et oui, lui, il était vraiment sur le terrain, il voit vraiment clairement les choses, quoi. Et jusqu'à dans l'avion où il parle à McNamara dans l'avion et McNamara lui dit bah non, en fait, il n'y a aucune raison qu'on reste là, ça stagne. Enfin, il lui demande du coup, jusque Bob McNamara, c'est un ancien secrétaire d'État à la Défense qui a commandé cette étude. Voilà. C'est ça. Voilà. Ok. Et qui a toujours de l'influence aujourd'hui en tant qu'ancien secrétaire d'État et voilà, que les Américains connaissent bien. Et voilà. Et qui parle régulièrement de la guerre du Vietnam. Ouais. Et c'est surtout pour l'utiliser auprès, alors je sais plus qui est le personnage avec qui il parle, qui est un politicien, où il lui dit s'il vous plaît, en fait, il faut arrêter cette guerre, on est en train de s'embourber dedans, et que du coup, il appelle justement Dan en disant toi qui y es, est-ce que tu peux nous le dire? Voilà, toi, t'es l'expert, t'es le porte-parole, qu'est-ce que t'en penses? Et le porte-parole dit bah non, c'est nul, et il n'y a aucune réaction du politicien, ce qui du coup fait la prise de conscience de dire ok, en fait, il va rien se passer, quoi. Et en termes de cinéma, en plus, t'as vraiment ce plan sur Dan qui est centré dans le cadre, entouré par tout le monde qui attend de sa réponse. Grosse pression. Un peu lourd, déjà, tu vois, c'est bien, enfin, c'est tout con, hein, c'est un type qui est vachement utilisé. Là, il l'utilise bien, tu vois. Puis il insiste bien dessus. Avant ce moment de silence, tout le monde attend sa réponse, puis en fait, ça pèse de rien. Et derrière, il sort de l'avion et l'autre fait une conférence, enfin McNamara fait une conférence de presse et qui dit bah non, on continue et on est en bonne. C'est ça. Tout va bien, quoi. Et puis derrière, il va aller donc. Sans classer la goutte d'eau, quoi. Ouais. Et puis après, il va aller donc dérober le document, le fameux document qui s'appelle le United States-Vietnam Relations 1945-1967, a study prepared by the Department of Defense. C'est long. Ça fait 7000 pages. En même temps, pour un truc de 7000 pages. Bah, il faut un titre long. Voilà. Donc, ce gros document. Alors, c'est assez amusant, une anecdote comme ça, c'est que le document, il est visible dans le film, on voit, il le trimballe, il le trie et tout. Il le découpe, il le scanne. Et c'est un document qui a été refait mot pour mot à partir du réel du document. Toutes les pages que tu vois sont telles quelles, jusqu'au papier qui a été... Ils ont fait des recherches pour avoir le même type de papier qu'à l'époque, le même type d'écriture. Vraiment, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait comme boulot de reconstitution. Enfin, je veux dire que ce point-là, juste sur le rapport, ça en dit long sur le reste. Des décors, des costumes qui sont hyper précis aussi, dès le début du film avec la guerre du Vietnam. Mais c'est vrai que du coup c'est hyper symbolique parce qu'il y a ce jusqu'au boutisme du détail et cet amour pour les institutions, parce que après on le verra dans le film, mais quand on voit le Washington Post et même le tribunal, la cour du Sénat et tout, c'est magnifique et on sent que les plans sont faits pour rendre hommage à ces lieux et c'est plaisant à voir. Très plaisant à voir. C'est très... Et il avait fait ça, on peut faire un rapprochement avec Munich. Est-ce que vous l'avez vu, Munich de Spielberg aussi? Non. Où il associe cette intention de reconstitution extrêmement précise. Et on est sur un film qui est sur la même période. Et on pourra revenir dessus, mais il s'amuse aussi à reprendre le langage en fait, des films de cette époque-là, où c'était le cinéma, la nouvelle vague, tout ça. Où tu avais pas mal de zoom optique.
avec les caméras, ce qui se fait ce qui fait beaucoup moins maintenant. Ouais. Avant, on en surabusait au lieu de faire des travelling avec la caméra. Avant, c'était vraiment des zooms optiques. Et là, il l'utilise à un moment précis du film où je vais directement là-dessus, où on voit donc Bob Odenkirk qui joue Ben, qui est un journaliste du Post, et qui va passer un coup de téléphone pour essayer de trouver le fameux Dan, du coup, pour pouvoir récupérer les pages. Et cette scène est hyper bien faite parce que il est dans une espèce de entre des ruelles, des ponts qui se croisent au-dessus de lui. Il est vraiment sous les autres, sous le monde, quoi. Et tu as ce zoom vers lui. En fait, la caméra est très loin et elle zoome vers lui et il est de dos. Donc ça donne vraiment ce sentiment d'espionnage de quelqu'un qui t'observe en fait et qui zoome sur toi. Puis film à l'ancienne un peu. Ouais, bah c'est ça, c'est ce que je dis. Et dans Munich, il en surabuse de ce truc-là. Et là, il le réutilise vraiment pour aussi. C'est pas juste un truc pour faire à la 70s. Ça raconte aussi le fait que t'es observé. Quelqu'un te regarde. Et au-dessus de ça, juste après ça, t'as des voitures de flics qui passent, t'entends un gyrophare qui résonne, tu vois. Les flics sont pas. Enfin, il y a vraiment un moment de tension, juste avec la mise en scène, il arrive à te foutre un moment de tension. En utilisant justement des gimmicks des années 70 aussi. Ouais. Je trouve ça intéressant sur la mise en scène. Il y a un autre moment d'ailleurs, même la deuxième fois qu'il y a la cabine téléphonique aussi, quand il arrive à avoir le fameux numéro de Dan Elberg, où justement là, tu sais, il perd ses pièces, il y a tout qui tombe par terre là, et puis il repose, en fait, c'est quand il repose sur la machine, et en fait t'as l'impression qu'il est devant une machine à sous. En fait, c'est l'impression que tu sais, ça part complètement. C'est la loterie en fait. Ouais, ils y vont, en fait, tu sais que rien ne va plus, quoi. C'est on y va, et puis on advienne que pourra, quoi. Et en plus, à ce moment-là, on lui donne le numéro de Dan juste une fois, il lui dit, il lui donne le numéro. Ouais. Il essaie de le retenir, il fait tomber ses sous, il fait tomber le téléphone, quittez pas. Et ce qui est assez amusant, c'est que du coup, ça casse c'est le côté un peu genre, c'est des espions, enfin en tout cas, c'est des gens qui se la jouent espions on est journaliste, on essaie de prendre nos sources, qui sont très faillibles. Mais qui sont très faillibles et maladroits, et c'est trop rigolo parce que on a l'espion, il est pour nous parfait, il sort son truc, il retient les numéros et tout. Alors que là, il fait comme tout le monde, c'est-à-dire que on te donne un numéro, tu le répètes pour être sûr de pouvoir le refaire juste après. Et je trouve que du coup, ça casse un peu ce mythe de l'espion, mais tout en servant du coup la caractérisation du personnage qui est chouette et qui sert la scène en plus, parce qu'il y a ce moment de stress effectivement de perds pas le numéro là, s'il te plaît. C'est ça. Et c'est amusant parce qu'il y a beaucoup de personnages maladroits dans ce film. Je sais pas, quand tu regardes un petit peu, même le personnage principal de Kay Graham, où en fait tous les personnages qui sont un peu des sous-fifres et les femmes dans le lot sont extrêmement sont du coup sous pression, maladroits, pas écoutés. C'est ça. Même le personnage à un moment donné qui reçoit le journaliste qui reçoit une partie du document sur son bureau, qui est juste un petit journaliste et qui va le porter, qui doit passer par différents bureaux pour pouvoir amener ça, et il est même pas écouté au final. Je trouve qu'il y a un truc intéressant avec ça. À chaque fois on suit des personnages qui sont pas forcément écoutés. Mais c'est surtout, dans le film, ils essaient de montrer le côté de regardez toutes les variables qui a été nécessaires pour qu'on arrive à ça. Ça joue à peu de choses. C'est ça. Il n'aurait pas retenu le numéro, il n'aurait pas eu les documents. Le mec aurait dit c'est une hippie qui me dépose les papiers, je le jette, c'est pas important. On n'aurait jamais eu tout ça, quoi. C'est ça. Je peux enchaîner si vous voulez. Je peux continuer à l'idée si vous voulez, mais n'hésitez pas. Non, mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé après la scène de la guerre du Vietnam, c'est que pour recentrer la temporalité, ils mettent aussi des images d'archives et des audios d'archives. Parce que, alors du coup, évidemment, comme je suis quelqu'un de très consciencieux, j'ai été regarder les pages Wikipédia à nouveau, mais j'ai surtout écouté quelques reportages, même sur le Watergate, parce que du coup, je trouve que le Pentagon Papers c'est moins répertorié que Watergate. C'est moins connu. C'est moins connu, mais pourtant c'est ça qui a lancé, en tout cas, le Post, déjà. Le Post. Et puis la différence aussi de la manière de gérer la presse, qui avant était très copine avec le pouvoir, puis après moins avec le pouvoir, jusqu'au Watergate. Et on voit Nixon à plusieurs reprises dans le bureau Oval téléphoner, et apparemment c'est des vrais enregistrements. Ce sont les vrais enregistrements. Moi et du coup je me suis posé la question pendant le film, et du coup j'ai été recherché. Nous aussi. J'ai trouvé ça incroyable, parce qu'en plus de ça, il est vulgaire, ce monsieur. Ah oui, c'est ça, c'était c'est une ordure. J'espère qu'il nous écoute pas sur ce podcast, par contre. Coucou Nixon.
Oui. D'ailleurs, je propose qu'il y a un très bon film, si vous aimez le personnage de Nixon, c'est Frost Nixon. Oui, il paraît que c'est très bien. C'est une interview de Nixon après son mandat par un journaliste anglais qui arrive à lui faire dire les choses qu'il n'osait pas dire avant, à lui tirer les verres du nez sur ce qu'il a fait. Quoi. Voilà. Ouais, je crois qu'il est très Notamment sur le Watergate. Ok. Et c'est super. Ok. Et d'ailleurs, c'est sympa comment c'est filmé aussi, les moments avec Nixon où il est vraiment de dos, de loin, Oui. comme espionné et sur écoute lui aussi, tu vois. Ouais. C'est lui-même qui s'est mis sur écoute. Donc... Oui, c'est ça. Non, mais un peu fait, c'est ton aura en fait, son truc. Ok. Bah, je vais repartir un peu de là où on a laissé le film pour arriver sur la découverte des acteurs, enfin des personnages principaux, en fait, Tom Hanks et Strip, où quand ils se voient pour la première fois, hein. Enfin pas pour la première fois, mais on les découvre nous dans une scène dans un restaurant, et tu notes direct que déjà dans la pièce il n'y a que des hommes. Et que t'as même des tableaux au mur, c'est des hommes aussi, tu vois, qui surplombent le truc. Et du coup, elle est un peu maladroite, tu vois, et il y a un homme qui la regarde de façon assez hautaine et tout, et tu sens déjà qu'elle est pas forcément sûre d'elle, qu'elle a du mal à... Elle fait tomber une chaise en dans un monde pareil, elle a du mal à s'imposer, et oui, évidemment. Et ça en dit déjà long sur le personnage aussi, quoi. Ça montre aussi le côté tous les classeurs qu'elle a. C'est toujours très visible la quantité de papier qu'elle a et donc la quantité de travail en fait qu'elle dès le premier plan sur elle dans son lit. C'est ça. Elle travaille énormément et ça se voit tout le temps. Et il l'impose jusqu'à après plus tard quand elle prend un peu plus d'aplomb, mais du coup tout le temps elle a les énormes papiers qui est symbole de la charge de travail, et que les hommes sont plutôt les mains dans les poches, et puis nous ça vient. Il y a même une phrase après, on en parlera avec le rendez-vous avec la banque. Quelqu'un a fait ses devoirs en plus de moi. Oui. Et ça, c'est trop cool. Et du coup, on découvre Hanks qui est un type pas forcément hyper sympathique non plus. Ouais, le premier abord. Hyper antipathique. C'est Tom Cowboy Hanks. Ouais. C'est ça. Du coup, qui joue Ben Bradley, le rédacteur en chef du Washington Post. Qui est quelqu'un de lui d'assez autoritaire, d'assez directif. Voilà, et qui. Pardon, vas-y. Et qui est lui-même déjà dans l'esprit. On le voit dès le début, hein, que c'est dans l'esprit sexiste de l'époque, il n'y a pas de souci. Enfin, même si c'est sa chef, il arrive à la rabrouer. Il y a quand même une réplique qui est très énorme. Rapidement à la rabrouer, ouais. Et elle n'arrive même pas à répondre à la... Mais c'est ça, c'est que c'est ça la bloque, elle aussi, alors que c'est elle la patronne. C'est elle la patronne, mais il lui dit quand même, quand elle lui suggère un truc, il dit « Catherine, ôtez votre nez de mes affaires. » Pour dire ça à sa patronne, quoi, franchement, c'est vraiment, tu dis « Je suis un homme, je peux lui dire ça. » Et c'est cette chose qui va changer d'ailleurs. Ça va changer. Ouais, il va avoir plus de respect pour elle, mais en tout cas, ça pose bien les bases de... Qu'est-ce que le poste à l'époque ? Comment il te pose très bien, parce que c'est une scène d'exposition en soi, mais te mettre bien les enjeux de la question de la moralité du journalisme, parce qu'elle est en mode genre non, faut être copain, parce que y a tous l'affaire sur le mariage de Nixon, du fils ou de la fille de Nixon, la fille de Nixon. Donc est-ce qu'on a le droit d'y aller ? En même temps, notre dernière journaliste, qui était une femme au passage, a été... Et elle a foutu la merde parce qu'elle a dit je sais plus quoi. Et du coup, il pose bien le contexte de la moralité qui sera la question du film. Est-ce qu'on est pote avec eux ? Ou est-ce qu'on leur met dans la tronche, quoi ? Oui, c'est ça. Et alors je continue aussi dans les trucs que j'ai un peu notés sur cette scène-là, sur la présentation du personnage de Kay. On continue avec la scène de réunion aussi, où pareil, tu la vois qui est complètement isolée des autres à chaque fois et qui est complètement à l'écart. Et qui est mise sous pression jusqu'à... je crois que juste avant qu'elle rentre dans cette réunion, tu vois encore une fois des tableaux au mur, des prédécesseurs, qui sont tous masculins et qui la surplombent, qui la regardent comme ça, tu vois. Donc c'est pareil alors je sais pas si c'est un lien ou pas, mais au tout début du film, quand on suit Dan, autant dans les locaux gouvernementaux, etc., que là où il va faire imprimer, scanner son document, tu as plein d'affiches de cinéma au mur. Je sais pas si c'est un... j'ai pas trop compris. Il y a le blob notamment. Oui. Tu vas en je pense que c'est un délire pour dire à quelle époque on est aussi, je sais pas, mais je trouvais ça amusant. Ouais, c'est sympa. Après, je saurais pas trop l'analyser ça, mais voilà, petit détail. Dans cette idée de présenter encore une fois le personnage de Kay, il y a, on apprend du coup que c'était son mari qui était le véritable propriétaire et qu'il s'est suicidé. C'est un espèce de non-dit parce qu'il parle d'accident, les autres. Tu vois. Son mari qui a reçu des mains de son propre père à elle.
Donc sachant que comme c'est Oui. un homme, c'est à lui qu'il a donné Ouais. les rênes alors que Oui, c'était oui. sa fille. Oui. Ouais. Oui, ça va. Oui, Et oui, ça, c'est vrai. Ça, Oui. c'est pas anodin, ça. C'est Ouais. vraiment important dans le truc aussi. Mais toute cette scène-là, elle est faite pour mettre à terre Kay, parce que il y a déjà la porte battante qui s'ouvre, où c'est vraiment genre, et le plan est central pour te montrer que des hommes. Mm. Et il y a vraiment ce côté, genre, tout d'un coup, ça pèse, je trouve, même dans la musique, ça s'arrête en mode genre, Ouais. c'est que des hommes. Et après, les 3 hommes un peu importants, entre, on dirait, de direction et d'actionnariat, qui discutent devant la porte de la propriétaire en disant, elle n'est pas capable de tenir Oui. un truc. Donc vraiment, ils ont vraiment Ils rien en à ont faire. rien à faire, Oui, parce ils que s'en même quand foutent. elle revient Ouais. après, il se rend bien compte qu'elle Ouais. l'a entendu, mais il continue, il s'en fout. Ouais, Oui, oui, Il s'en fout complètement de son avis, en fait. oui. Elle est la propriétaire, bon, on fait avec, quoi, tu vois, c'est un peu ça, quoi. c'est ça, On ouais. s'en fout, quoi. Ouais, Son- ouais. ses- Mais parce ses que- idées, on s'en fout, en fait. Ouais. Parce que supposer que c'est une femme, tu vois, ils se sentent capables de... Tu t'imagines bien que ce sera un homme derrière l'autre côté du mur, Ça il n'a dirait rien à pas voir. ça, quoi. Oui, Il- bien sûr. Il la fermerait, quoi. Et ça, c'est sublimé dans un plan, qui est quasiment une scène en soi. Un peu plus tard dans le film, quand elle va pour mettre le poste en bourse, où tu vois le plan commence, où tu vois Kay qui monte les marches pour aller vers La bourse. la bourse. Toutes les femmes sont dans les escaliers. Pas le droit Il y a un d'entrer. grand silence, donc personne ne parle. T'as pas le droit de parler, tu te tais. Mm. Elle doit monter pour aller chez les hommes qui sont en hauteur. C'est ça. Et quand elle ouvre la porte, c'est le bordel, ça gueule, ça se marre, ça parle. Ouais. Et ça n'écoute pas. Ouais. Tu vois Ouais. et cette scène est parfaite. Enfin, ce plan veut tout dire. Ouais. Et Avec en une un femme qui seul la plan, regarde il a tout vraiment avec expliqué. l'air de... Oh, elle peut y aller, elle. Et ça aussi, ouais. Ça, c'est... Donc c'est assez glaçant. Mais il y a Et- plein de moments où elle est vraiment... Et d'ailleurs, même dans la scène qui vient, on la voit en réunion, où même à un moment, elle va faire un discours, on lui dit ce qu'elle doit dire ou pas dire. Il y a un Le mansplaining. mec Et- lui pose la main sur rassieds-toi. quoi. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. C'est hyper, Ça, il y a hyper plein de violent. moments, elle est Ouais. diminuée, humiliée, quoi. C'est un mansplaining de ouf. Sans permanent, argument, ce film. il y a même un moment vraiment où je sais plus ce qui est dit, mais il y a carrément un mec qui répète. Tu sais, elle le dit pas fort. Oui, et, oui, oui. Et Elle même plusieurs répète. fois, il y a des moments Elle où reformule, oui, Ouais, il reformule, reformule. oui, oui. il reformule exactement ce qu'elle a dit. Tu vois. Oui, Et oui. elle est là. Mais tu vois, c'est que même elle ose pas tellement elle se sent. Elle est écrasée Ouais. depuis le début, donc Avec les chiffres, là, C'est- elle sait tout de suite. au son début, personnage au début, c'est vraiment, elle est écrasée, elle peut rien faire, elle n'a pas la force Mm. de porter ça sur ses épaules et elle a très peur du risque. Parce qu'il y a même une scène où à un moment donné, on parle d'assurance, je crois, à cause de la bourse, je crois. Enfin, c'est pas hyper clair pour moi, mais en gros, elle est face à un des actionnaires qui l'aide en fait, lui. Ah oui, oui, je je vois. sais plus comment il s'appelle. Il a des grosses lunettes là. Oui, c'est Fritz, je sais plus comment, Fritz Bibi ou un truc, un truc comme ça, je crois. On va l'appeler comme ça, Fritz On va éviter Baby. Fritz, on va il éviter s'appelle d'écor- Fritz, ouais, ça, c'est sûr. on va éviter d'écorcher les noms de C'est famille. ça. Mais ce personnage-là l'aide pour le coup. Enfin, voilà, il l'aide, il fait ce qu'il peut, mais bon, Mm. il suit un peu le mouvement quand même. Il parle des risques, il dit non, mais il faudrait vraiment qu'il y ait un camion qui écrase Ben et puis qui retourne écraser le type. Oui, c'est ça. Et ça en dit long sur le personnage qui ne veut pas prendre de risques. Ah oui, et c'est oui. hyper important pour la suite aussi. Là, on Et- oppose clairement ce personnage, il a peur de prendre des risques. Ah bah, après, c'est aussi le côté. J'ai peur de prendre des risques, mais aussi parce que il y a un côté très traditionnel où en fait elle a toujours vu le poste évoluer comme ça et la presse a toujours été comme ça et que du coup prendre des risques, c'est potentiellement le risque de Oui, faire couler mais une tu vois, énorme le boîte, quoi. Times, il va pas hésiter. Je veux dire on installe quand même qu'elle, précisément, ne prend pas de risques en tant que personnage. Oui, oui, bien sûr. Mais c'était juste pour donner la dichotomie, parce qu'elle fait un Oui. énorme monologue après pour dire j'ai peur de prendre des risques, Mm. mais c'est surtout parce que on m'a toujours appris cet esprit conservateur. Oui. Et j'ai envie de donner cet esprit conservateur à mes enfants, mais c'est pas pour l'esprit conservateur, c'est plus pour vous donner un Ouais. héritage que moi j'ai eu la chance de recevoir, quoi. Mm. J'ai pas envie de gâcher cette opportunité Mm. pour vous. Et donc elle a cette ambivalence de je suis une femme et c'est dur à cette époque-là, et deux, j'ai pas envie de gâcher ce qui a été fait, quoi. Oui, c'est ça. Et je reviens juste sur ce que je disais sur le côté on suit un personnage justement qui prend. Alors, en fait, il y a toujours un parallèle entre la grande histoire des journaux, etc., et le personnage. Ouais. Où elle ne veut pas prendre de risques, les journaux non plus. Mais Spielberg arrive à chaque fois à te recentrer sur un élément qui va être individuel, qui va être humain, pour te raconter la grande histoire, mais à échelle individuelle. Il va faire passer des grandes idées, des grands mouvements, des grands changements, par l'émotion à échelle individuelle, à l'échelle du personnage. Et c'est en ça que je trouve que le film t'accroche aussi. Parce que tu prends un film comme Les Hommes du Président, que j'ai regardé parce que je ne l'avais pas vu,
et qui raconte tout ce qui s'est passé avec le Watergate avec quasiment les mêmes personnages que dans Pentagon Papers. C'est quasiment la suite de Pentagon Papers, on pourrait dire. Où c'est très académique, c'est très factuel, et tes personnages ont, je trouve, pas beaucoup de profondeur. Là où Spielberg se recentre vraiment sur de l'émotionnel, avant tout, pour raconter les faits. Et il le fait très bien. Clairement. Et il emploie tout ce qu'il faut. Les larmes, la famille, la patrie, tout. Ah oui, parce qu'il revient sur Kennedy, il y a tout un délire sur Kennedy qui est hyper présent. Il y a... Non, c'est la famille aussi, et puis tous ces moments où les personnages ont des rapports de force, discutent entre eux, et où c'est traduit avec le cadrage, avec le rythme, avec un personnage qui va être haut dans le cadre et qui va surplomber l'autre. Ils vont changer parce qu'il y en a un qui va s'asseoir, il y en a un qui va se lever quand il va prendre l'ascendant sur l'autre. Dans la discussion, il va se lever, l'autre va être diminué parce qu'il va y avoir une plongée sur lui. Donc tout ça travaille. En fait, visuellement, tu pourrais couper le son, tu comprends ce qui se passe globalement. Et en ça, c'est du cinéma. C'est beau ce que fin tu dis. Fin du podcast. Beau. Je commence à pleurer. Bon. Non, mais voilà, c'est... Et puis le film, moi je trouve, pour ajouter ça, le film est drôle aussi. Oui, il y a des moments d'humour un peu aussi. Le film a des moments très drôles, surtout dans le fonctionnement du journal, les rapports de force, les rapports de hiérarchie. Oui. Tom Hanks, du coup, a une manière de donner des ordres, qui est à la fois très directif, et à la fois, des fois, c'est une peau de vache, mais c'est très drôle aussi, quoi. C'est tout le rapport. Justement, on parlait de la séquence avec le petit bonhomme qui va porter le paquet. Avec ce plan séquence, il est super drôle. Trop bien. Il parle, puis les fameux trucs dont tu disais, Spielberg, qui aime bien faire parler les gens en même temps, tu sais. Oui, il aime beaucoup. Cette séquence-là, elle est super pour ça. C'est vrai que dans quasiment tous ces films, t'as toujours un moment donné où t'as 3-4 persos qui parlent, t'as 2-3 discussions en même temps. Mais ce qui est très vrai, parce que dans la vraie vie, t'as ça, t'as vraiment ça. T'as jamais tout le monde qui s'arrête quand quelqu'un parle. Ouais, c'est ça. Mais mis à son paroxysme dans Le Monde Perdu, où t'as une scène où c'est too much, mais bon, Le Monde Perdu c'est pas le meilleur. Je préfère Jurassic Park. Ça c'est fait. C'est passé. On a parlé Avatar, on a parlé Jurassic Park. Je mets une croix. Ça c'est fait. On a fait le lien. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Mais en parlant de référence aussi à d'autres films Spielbergiens, il y a un plan moi qui m'a fait penser aux Goonies. Oui, je vais placer les Goonies. Non, mais attends, tu vas voir. Ouais, pas de problème. Est-ce que vous vous rappelez le moment où donc il y a Bob Odenkirk, je ne sais plus comment il s'appelle, Ben, qui ramène une partie des 7000 pages, et ils ouvrent le carton, et t'as ce plan. Et ils se lèvent Ils comme sont tous ça là. au-dessus. T'as ce plan en contre-plongée, t'as le même plan dans les Goonies avec un coffre, quoi. Enfin, c'est un truc. Oui. C'est vraiment. Mais c'est vrai. tu vois, il utilise des trucs qui sont hyper ludiques, mais bien placés, parce qu'effectivement, à leur place, c'est comme les Goonies qui ouvrent un coffre, c'est un trésor. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, il utilise des codes qui sont forts, quoi. C'est vrai que ce plan est très drôle, ça marche super bien. Parce que là, c'est à la fois ça ramène au côté enfantin, mais même quand ils étalent des papiers partout, c'est très enfantin aussi. T'as l'impression que c'est des gamins qui sont là dans leur chambre, avec leurs jouets partout là. Ils sont trop heureux, et puis du coup il y a la maman entre guillemets qui vient apporter à manger, et c'est trop marrant. Oui, alors la femme de Hanks, du coup, de Tom Hanks, qui est un personnage intéressant parce que elle est complètement effacée et personne l'écoute. Et quand il rentre chez lui, elle dort. Mais elle est toujours dans le cadre, il y a un cadre vraiment où elle prend une place quand même, mais Tom Hanks s'en fout, il est en train au téléphone et il est dans son boulot à fond. Sauf qu'au moment où il a besoin d'une réponse, il se tourne pas vers ses collaborateurs, c'est vers elle qui se tourne, et c'est elle qui va lui apporter la réponse finale, quoi. Et on la découvre aussi, et oui, cette scène du coup, où, ils sont sur le point de prendre cette décision énorme de publier une grosse partie du rapport, et lui il est dans le doute. Et il se dit, je prends d'énormes risques, c'est mon taf, c'est moi qui prends tout, etc. Il en parle à sa femme. Et en même temps, toute cette scène-là, il vient aider sa femme à porter des trucs, je sais pas quoi. Et on découvre l'univers de sa femme aussi, parce qu'on rentre dans son atelier et on découvre, en fait, elle est artiste, tu vois. On s'intéresse à elle tout d'un coup. Ouais. Et elle lui dit, non mais attends, ton boulot c'est bien, mais elle risque gros. Elle risque beaucoup plus que vous tous. Tu vois, elle le remet un petit peu à sa place. Et il fallait bien une femme pour ça. Enfin,
Oui, malheureusement. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est un contraste par rapport à Kay qui, en fait, sa femme est toujours mise sur un piédestal. Ils sont toujours filmés en champ contre champ. Jamais de système de plongée contre plongée ou quelque chose de particulier. C'est vraiment toujours du champ contre champ quand il parle à sa femme. Et il n'y a jamais cette connotation de... même s'ils sont 17 en train de travailler chez eux sur le bouquin, elle s'efface jamais, comme tu le disais. Et oui, elle vient aider de la meilleure façon qu'elle puisse, en fait. Parce qu'elle dit, je vais faire à manger. Sans jamais dire, je me sacrifie, quoi. C'est ça. C'est jamais genre, je me sacrifie pour que tu y arrives. C'est, bon, je le fais parce que je le fais, mais moi, je vais bosser après, j'ai toute ma vie, quoi. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, c'est une femme indépendante par rapport à Kay, quoi. Oui. Et c'est elle qui apporte la solution en disant, effectivement, elle aussi, comme tu disais, elle risque gros parce que, elle n'en a pas conscience et elle va pas te le dire parce qu'elle en a peur. Donc tu es obligé de te le dire à toi parce que sinon tu t'en rendras jamais compte. Il va jamais s'en rendre... Exactement ça. Et c'est là où il va lui redemander du coup à Kay, parce que je crois que la décision est déjà prise à ce moment-là, je me souviens plus trop. Elle est prise, c'est juste qu'il va la voir de mémoire et qu'il dit... Pour lui dire, est-ce que t'es sûr, quoi. C'est pas la question de la... Ah non, c'est la source, c'est après. Non, c'est vraiment, est-ce que t'es sûr Parce que là, il se rend compte que lui, ça va, mais qu'elle va prendre beaucoup plus cher que lui. Du coup, il va la voir et lui dit, est-ce que t'es sûr de ta décision? Et du coup, elle a de nouveau l'occasion, parce que du coup, elle a eu l'occasion déjà de s'affirmer, de dire oui, je maintiens ma position et on va jusqu'au bout. C'est la fameuse scène où elle est en chemise de nuit, là, tu veux dire, à la fin, avec tous les mecs autour d'elle. Alors oui, c'est avant. C'est avant ça. Ce dont je parle, ça se passe après. Oui. Mais on peut du coup passer sur cette scène-là, qui est pour moi la meilleure scène du film. Donc c'est le moment où ils ont le document, ils sont prêts à publier. Il n'y a plus qu'à dire. C'est juste qu'il y a des avocats qui disent waouh. tous les avocats qui sont chez Hanks et qui sont tous en train de manger des pâtes là autour de la table, ils sont tous en train de lui dire mais vous êtes fous. Et du coup ils sont tous en train de téléphoner. Alors ils téléphonent à Kay. C'est drôle. Et t'as tous les actionnaires qui sont sur la même ligne. Oui, c'est ça, ils sont tous avec 10 000 téléphones. Ils sont tous avec le téléphone en train de faire pression pour choisir l'un ou l'autre. Et en fait, de toute façon, ils savent très bien que c'est Kay qui va avoir le dernier mot. Quoi qu'il pense. Donc ils sont sous cette pression-là et du coup ils déblatèrent pendant quelques minutes. Et cette scène est filmée de façon magistrale. Je suis d'accord. Magistrale parce que c'est un western, c'est un duel, c'est un Mexican standoff où tout le monde se tient un flingue les uns vers les autres et c'est filmé comme ça. T'as un moment donné où t'as Kay qui a au téléphone, t'as deux personnages qui lui parlent et elle se retourne, tu vois, comme si elle voyait quelqu'un. Et jusque dans le montage, t'as l'impression qu'ils sont tous dans la même pièce et qu'ils sont tous en train de se tendre un flingue. Et le flingue, c'est le téléphone. Et dès que tu raccroches, c'est toi qui as tiré. Et ça va de plus en plus vite en plus. C'est tac, 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 quoi. Et jusqu'au plan, qui était a priori assez complexe à installer, cette caméra qui tourne autour de Kay depuis le plafond. Oui, magnifique. Et je crois que j'ai vu des photos de coulisses de tournage où du coup, c'était un studio, t'as un gros rail qui était au-dessus. Et il faisait tourner la caméra au-dessus. Et du coup, là, c'est elle qui est au milieu, encore une fois, de ces hommes. Comme au début du film. Et en plus de ça, avec cette plongée, en mode c'est ta responsabilité, c'est ta pression à toi. Elle est scrutée dans quoi. C'est ça. Moi j'ai vu le jugement de Dieu, du coup, un peu très christique comme moment de tu vas devoir prendre cette décision. Et quand elle va le dire, la caméra revient de face, de mémoire, et paf, quoi. Oui, puis du coup, on est dans l'émotionnel, donc on va sur le très bon plan. Et c'est pas une Spielberg face. Vous savez ce que c'est une Spielberg face? Ah non, vas-y, on voit. C'est en gros dans tous les films de Spielberg, quand un personnage a une grosse révélation, on voit quelque chose d'impressionnant. Tu as la caméra qui fait non pas un zoom, mais qui s'avance vers le personnage lentement, et on voit pas ce qu'il voit, mais on voit son expression. D'accord. Et c'est après qu'on va voir ce qu'il voit. D'accord. C'est souvent des moments de révélation, des moments d'importance où le personnage va prendre une décision, on voit quelque chose d'énorme, en fait, d'inimaginable, mais on te le montre pas, on te montre le personnage qui réagit. Jusqu'à ce plus on se rapproche, plus c'est tendu. Et il l'utilise à des moments dans ce film-là. Par exemple, quand Tom Hanks est au téléphone et apprend que le lendemain, il va y avoir un article sur Neil... comment il s'appelle ce personnage? Neil Sheehan. Et quand il apprend ça, il y a ce travelling comme ça vers le visage, où on sent cette tension et ce drame. Voilà. Et du coup, voilà. Donc cette fameuse scène du coup de décision de la part de Kay, elle raccroche le téléphone, c'est elle qui a tiré la première. Voilà, c'est terminé. Mais les mecs vont quand même lui parler, et là elle s'affirme pour le coup, elle se retourne vers... il s'appelle Arthur, je crois, le type avec le petit nœud pape là.
Oui. Le méchant. Le méchant. Pour moi, c'est le méchant. Non, faut Bah, pas lui, dire c'est méchant. le- Si, c'est le méchant. Je dirais jamais méchant. Faut pas dire Bah, disons méchant. qu'il y a, Selon il y a- pas il y a- si, il y a plusieurs non. positions. Lui, c'est le 100% opposé. Quoi. Depuis le Oui. début, il a peur. Lui, il veut la rentabilité, point. Puis après, il y a des déclinaisons. Tu as le fameux Fritz qui, lui, tu sens Et qu'il est dans sur un le fil. entre-deux. D'ailleurs, t'as un plan sur lui à ce moment-là où il rigole, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Tu Et sens qui a que- un plan plus serré, tu vois, où il est assis. C'est le seul à être assis, je crois, et les autres Ouais. sont debout. On est beau. Parce que lui, il est en mode, bon, bah, c'est bon, arrêtez, foutu la paix. L'autre, les autres puis sont le- encore dans le oui, conflit c'est des ça. autres. Et alors puis que il le lui, dit, de toute façon, c'est elle qui gère, donc il faut c'est ça, s'en c'est remettre elle à qui elle. gère. Mm. C'est bon. Parce que je crois même qu'elle lui pose la question, je crois. Elle se retourne vers lui et lui dit qu'est-ce que t'en penses, et que lui il dit de toute façon c'est toi qui décides, donc Et surtout, pas vers elle, puisqu'ils sont pas dans la même pièce. Mais tu vois, le montage te fait croire que. oui. Tu vois, je me suis fait avoir. Voilà. Comme La quoi ça magie du fonctionne. cinéma. Mais oui, Et c'est oui, comme effectivement. lui, il est assez intelligent pour se dire ce pays est sur le point de savoir quelque chose d'important et aussi ce journal est sur le point de faire quelque chose d'incroyable Ouais. et va changer. Mm. Et voilà. Ce que l'autre est incapable de se dire. Lui, il voit pognon. C'est ça, tout. Voilà. c'est ça. Il s'en fout de savoir que les Américains savent la vérité ou sachent la vérité ou pas. Lui, voilà, il est à la commande d'une machine. Il veut juste que l'argent rentre et puis voilà, c'est tout. Comme dirait Morgan Freeman, à nos pertes et profits. Ah oui. Ah bon. C'est une référence à Batman, Ah. voilà. Ah, Morgane, la voix de Dieu. Je reviens sur la scène, une scène qui est un petit peu avant cette prise de décision où c'est le bazar chez Tom Hanks, c'est tout le monde crie, tout le monde court. Il y a quasiment une séquence, un plan séquence dans cette maison où tu vois le chaos, où tu vois Tom qui se balade partout en train de fouiller les papiers et tu vois les avocats qui sont poussés par. À un moment donné, tu traverses une pièce dans un couloir et tu vois juste derrière une porte, tu vois les avocats qui sont poussés Ah oui. par les journalistes en train de parler, de vociférer et tout. Oui, d'accord. C'est presque, tu foutrais ça dans une comédie musicale, ça passerait très bien, tu vois. Ouais, Il y a un truc très chorégraphié dans cette scène qui est assez marrante. Oui, parce qu'en plus, il se Et qui est hyper lisible, tu vois. qui a le C'est un, papier. c'est un bazar bien organisé, tu vois. Ah, c'est Oui, trop oui, bien. c'est ça. C'est trop bien comme scène. Tu dis qu'aussi au niveau de travail de décor, c'est génial parce qu'ils ont dû Oui. faire des moyens pour faire passer la caméra d'un endroit à un autre comme ça, sans arrêt. Ça doit être vraiment. Oui. Ça doit être un sacré micmac autour. Quoi, ça doit Bah, être- clairement. Ah, moi, j'ai surtout pensé aux journalistes et je me suis dit, en 10 heures, s'ils l'ont vraiment fait dans la vraie vie, 2000 pages, c'est long. Et en parlant de décor, les bureaux dans lesquels sont tournés, les bureaux qui servent de décor au poste, c'est des anciens bureaux qui ont été trouvés par le chef décorateur, c'est Eric Carter, je crois. C'est toujours Rick Carter chez Spielberg, normalement. Et il a trouvé des bureaux qui... ils ont tourné dedans juste avant qu'ils soient aménagés en résidence de luxe. Voilà, c'est D'accord. C'est trop c'est cool de vivre là où Tom Hanks a une joué. anecdote. Ah, c'est ça. C'est ça, ouais. Voilà, c'était juste ça au niveau Ouais, des mais décors que ça j'avais s'y prêtait bien, hein, repéré. c'est C'était sûr. assez marrant. Par ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, mais il laisse rentrer n'importe qui, parce qu'il y a quand même une hippie qui rentre et qui dépose les papiers. Moi, ça m'a fait marrer, parce que je me suis dit, waouh, il laisse vraiment rentrer n'importe qui. Bah. Elle a genre un paquet, mais genre elle a littéralement un paquet, et je sais que c'est avant 2001, donc... Oui, mais c'est vrai que tu y penses, tu te dis, mais ça peut être une bombe, quoi. Tu vois, Oui, c'est mais voilà. ton paquet, là. À l'époque, il se pose pas la question. Mais c'est une bombe qu'il y a dedans, en fait. Et c'est clairement une bombe. C'est clairement une bombe. Sauf qu'à la fois aussi, et ça, on y répète, mais ils ne sont que le Washington Post, ils sont pas le New C'est York Times. À ce moment-là, oui. Et vraiment, et c'est pas du tout, que c'est pas du tout la même. Ils jouent pas dans la Ah même. bah non, cour. mais c'est même traduit de façon imagée, parce que quand ils envoient le stagiaire au Times, Oui. t'as cette petite scène où il arrive devant le bâtiment, déjà qu'il manque de se faire écraser, tu vois, Oui, donc, c'est ça. sans le côté speed est un peu stressant. Et t'as des plans fixes sur l'enseigne, ouais, avec des bruits très bam, Ouais, tu vois, Ouais. je crois qu'il y a un camion qui décharge des trucs à côté, mais en tout cas, ça appuie le côté imposant et écrasant. Et flippant presque, tu te dis, il est face à ça, ça va être chaud, moi je viens du poste, c'est pas ça, quoi. Ouais, c'est ça. Plutôt qu'il vient en espion en plus, quoi. Qui Vraiment, vient en espion, ouais. Quand il est dans l'ascenseur avec le gars qui est sans doute. Tu veux Ouais, quelque chose, Qui, petite toi ouais, la scène est super. Mais tout a l'air bien ordonné, et puis même quand il arrive dans la salle d'écriture, tu vois que ça bosse tout le temps. Contrairement dans les bureaux où t'entends pas spécial, enfin t'as des bruits de fond, mais t'as pas le bruit où là c'est mécanique dans le Time, c'est vraiment Oui. genre une industrie, quoi. Oui, c'est Et ça. Ils produisent une C'est industrie vrai. de ouf, et je trouve que C'est une usine, quoi. c'est ça. Et Mm. contrairement au Washington Post où ça a l'air d'être beaucoup plus familial, Bah, c'est C'est- présenté comme étant familial. c'est ça. exactement. T'as une photo avec le mari défunt de Kay, Oui, tout à fait. qui revient à la fin du film où quand elle C'est pas arrive. son père plutôt sur la photo. Peut-être son père. Je crois qu'il y a les deux. Hein. Ah bon. Ah. En tout cas, Ah, peut-être. en Ah, tout oui, cas sa d'accord. famille, Ok, quoi. ouais. Et elle passe devant, il y a un plan qui est bien appuyé sur le cadre et la caméra se tourne vers Kay qui
arrive au Washington Post. On l'avait jamais vu en plus dans le bureau à ce moment-là. Et à côté, je m'implique, je viens sur place aussi. Qui conclut vraiment bien le film, qui arrive dans les 5 dernières minutes du film. Mais je parle aussi, on parlait de bombe, c'est intéressant parce que la métaphore de la bombe, elle n'est pas anodine parce que quand ils vont, qui donnent le feu vert pour du coup faire l'édition avec les fameux Pentagon Papers, c'est inscrit sur la fiche Pentagon Papers en rouge sur le brouillon, comme avait fait le stagiaire en mettant Neil en rouge sur le brouillon. C'est vrai. Ça y est, ils passent dans la cour des grands, tu vois. Ils font ils font un truc équivalent entre guillemets visuellement, tu vois. Et c'est filmé un peu de la même façon. Bref. Et à ce moment-là, il y a cet engrenage qui commence. T'as la musique qui démarre aussi, où on voit un peu la chaîne de montage du journal, quoi. Et en parallèle, tu vois Tom Hanks qui est encore dans le doute, qui vient voir à ce moment-là Meryl Streep en lui disant t'es sûr, machin. Et tu vois tous les mécanismes aussi de la machinerie où ça fait vraiment tic-tac, tic comme une horloge qui a une bombe qui est prête à péter finalement. Et jusqu'au moment où ça y est, on imprime, et tu vois Bob Odenkirk, donc Ben, encore une fois, j'arrive jamais à... qui est dans son bureau, et tu vois que ça tremble. Ça tremble. Les presses qui se mettent en route. Et en gros, ça fait trembler tout le bâtiment. Mais métaphoriquement, c'est la bombe qui explose. Oui, c'est ça. C'est le tremblement de terre, ça va tout chambouler. Tout va péter. Et à ce moment-là, t'as une Spielberg face en plus. Ah oui. Ah, c'est ça, une Spielberg face. Oui, c'est juste la caméra qui vient vers le visage. Parce que à ce moment-là, moi, j'étais déconnecté du film parce que... En général, il y a un truc derrière. Bon, là, il y a rien spécifiquement. Mais... Oui, mais du coup, on l'a vu juste avant, donc ça marche. Mais c'est moi où j'étais un peu déconnecté du film à ce moment-là parce que... alors, déjà, il faut noter que première musique de film qu'on entend du coup dans le film, à part Creedence Clearwater, on sait que c'est du John Williams. Et ce qui fait qu'à la fin, quand il lance la publication, et ben on entend la musique et je me suis dit ah ouais, c'est vraiment un film de Steven Spielberg parce que les gentils ont gagné, et à partir de ce moment-là on sait. Je trouve que c'est très c'est là où pour moi c'est trop le genre et encore une fois, il n'est pas cinémanique, hein, non mais je sais mais attention, moi je l'ai ressenti comme ça. C'est que il y a ce c'est positif, quoi. C'est les personnages que tu suis, oui, mais du coup lesquels tu souviens, il y a un soulagement dans cette musique. Oui, ils ont réussi. Je suis d'accord, c'est juste que du coup si on m'avait pas dit que c'était Steven Spielberg, à ce moment-là j'aurais fait c'était Steven Spielberg. Ah bah, t'entends la musique, c'est du John Williams. Non mais voilà, c'est juste... Tu l'entends direct. C'est mon avis. Vous faites ce que vous voulez, vous prenez pas. Et puis en plus, en plus de ça, les séquences d'impression, là, même de fabrication d'articles, comment tu vois, et là c'est vraiment aussi un film qui est en hommage à cette profession-là, quoi. C'est ça qui est génial. Oui. Tous les plans où ils intègrent les mots, tu sais, dans les lettres, tu sais, dans les cases, là, pour faire les planches. C'est magnifique avec le bruit, les petits clac, ça s'emboîte. Et puis même quand ça part et tout ça, ou les mecs qui tapent, tu sais, les correcteurs qu'on voit les lettres qui s'alignent, qui arrivent. C'est génial à voir, c'est magnifique, quoi. Et puis il y a des correcteurs, effectivement, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais il y a quelqu'un qui corrige. On le voit, hyper impressionnant dans sa manière de corriger. Oui, ça va hyper vite. T'as une demi-heure. Mec, déjà, il y a 6 mots de rayés. Et puis encore une fois, la pression, le truc, le suspense qui est géré avec ça, qui est super, quoi. Et puis surtout, il se pose pas la question. Genre moi, tu lis un bouquin, un truc comme ça, tu fais ah ouais. Au moment, non, il réagit pas, il fait son truc. Et je suis d'accord, et je savais pas que c'était fait comme ça les journaux à l'époque. Et ça m'a, moi j'ai toujours connu les imprimantes laser parce que je suis jeune. Je suis très impressionné du coup. Moi j'ai assisté une fois avec mon lycée, on a assisté au lancement des impressions du Ouest France. Vraiment avec les presses sur place où ils font ça là, dans la zone à côté de Champy là, et c'est hyper impressionnant, quoi. C'est des trucs qui font plusieurs étages, tu vois, comme un bâtiment de plusieurs étages, bah, comme dans le film, avec des presses, des machines qui ça va dans tous les sens, mais c'est hyper impressionnant, quoi. C'est vraiment. T'as pas été plus impressionné par Tom Hanks au Ouest France? Bah pareil, je verrais Tom Hanks en vrai, je serais impressionné, évidemment. C'est pas la question. Pareil qu'il s'incruste dans les mariages, Tom Hanks. Ah. Je ne compte pas me marier, mais écoute... je vais me marier, du coup. Écoute, je vais revoir mon logement. Et d'ailleurs, oui, comme tu parles des petits outillages, etc., le film se termine sur d'autres plans aussi, sur des machines. Et moi, il y a un plan que j'adore où c'est juste... on voit les lettres qui s'assemblent pour former Free to Publish. Tu peux faire un arrêt sur image, ça peut faire une très belle jaquette de film. Tout est dit, en fait. Tu vois. Voilà, c'est une super belle image, je trouve. Voilà, simple, mais c'est efficace. Et en plus, qui résonne au moment où le film est sorti, puisqu'on était en pleine ère de Trump avec les fake news et compagnie, quoi. C'est un projet qu'il a depuis un petit moment, Spielberg, ce film-là. Et il s'est dit, tiens, ça tombe bien. Je pense que si on le sort maintenant, ça peut faire un petit effet. Tu vois. Et ça a fait son effet.
Ah, je sais pas si ça a bien marché comme film. Je sais pas s'il a bien marché. Il a fait 137 millions, je crois, de bénéfices. Ouais, moi il a doublé son budget du coup. Ouais, non, ça a plutôt bien marché en France. On est à plus d'1 million d'entrées. Donc Je savais pas du tout, j'avais pas fait gaffe à ça. C'est sur la fiche Wikipédia. Oui, bah écoute, on se renseigne un peu. Ouais, moi je voulais juste revenir sur des événements, sur des choses très très concrètes de retournement, enfin de changement de rapport de force en fait. Où tu vois vraiment quand c'est Meryl Streep qui arrive qui gagne son autorité, vraiment qui arrive à aller la chercher, tu vois vraiment les différences de comportement autour d'elle. C'est vraiment, il y a des moments très chouettes, notamment quand il y a la dernière scène là, quand elle justement celle où elle est en chemise de nuit là chez elle, où t'as tous les mecs qui donnent leur point de vue, ils sont le Mexican standoff. Voilà, ils sont tous là. C'est pas celle où ils sont au téléphone, hein. C'est pas vraiment, tu sais, à la fin, quand elle est en chemise de nuit là, et elle retourne se coucher. C'est pas celle où c'est ça, c'est ce dont je parle. Oui, c'est pas le. Ah, qui suit. Oui, bah c'est la même scène. Oui, c'est juste après. Et en fait, où il y a vraiment quelque chose d'un coup, quand c'est elle, ils savent que c'est elle maintenant qui tire les ficelles. Par rapport aux autres réunions, tu la voyais qui n'arrivait pas à intervenir, tu vois, qui parlait mais qui était toute recroquevillée. Là, tu sais, elle est à table, et là, t'as 4 mecs au-dessus d'elle comme ça qui sont là. Oui. Ils sont penchés comme ça. Et vraiment, ils sont suspendus à ses lèvres et tu sens c'est tellement l'opposé du début, c'est génial à voir. Ils sont tous là, mais ils placés comme ça, ils sont là. Ils attendent sa réponse, tu sais, ils sont là. Et l'autre... C'est de la radio, c'est pas du cinéma. Hein? Ah oui. Attendez, je vous montre. Pour vous décrire, on le voit, il se penche sur la table. Il me penche pour comme si. Il est en train de s'affaler sur la table comme un vieux sac. Il se rapproche de moi, j'ai un peu peur, c'est oppressant. C'est ça. N'ayez pas peur. Reviens. Inquiétant ce type. Donc oui, ils sont penchés sur elle, vraiment, c'est toi qui décides, quoi. Et l'autre grand moment pour moi de ça, qui est très très éloquent, c'est notamment par rapport à Tom Hanks, qui au début est vraiment très macho par rapport à elle, ça très directif, ou quand il lui apporte toutes les publications des autres journaux qui les ont suivis, comme ça, il les étale, tu sais, sur la table de base dans son bureau, comme ça, puis là, ils vont regardez, ils nous ont tous suivis, c'est génial. Et ils sont super contents, et puis ils regardent, ils sont tous les deux alignés, et elle regarde les journaux, elle a les bras croisés, Tom Hanks, il se retourne sur elle comme ça, il croise les bras exactement comme elle, et puis il regarde comme dans le même limite, il la singe littéralement, quoi. Vraiment le comportement, tu sais, j'imite le dominant, quoi, tu sais, vraiment de... Et il y a une scène juste avant, en rapport à ça, où ils reçoivent le coup de fil de la Cour suprême, ou non, du procureur de la Cour suprême, qui va dire, je suis obligé de vous dire que le gouvernement n'est pas d'accord avec vous. Et il y a effectivement un plan où Tom Hanks est assis en train d'écouter, alors certes, il est un peu avachi en mode genre pépouze, et c'est elle qui est debout, et en fait, elle est, le plan fait qu'on a l'impression qu'elle est au-dessus de lui. Et donc effectivement il y a ce côté de c'est un peu elle elle dit rien, elle dit rien de la scène, mais on sent qu'elle est là derrière et que c'est elle qui en impose maintenant. Et c'est juste un peu avant cette scène là. Okay. Carrément. Et tu vois, sur le jeu de Tom Hanks, le côté avachi, j'ai l'impression que c'était Bradley, comment il s'appelle, Bradley, c'est ça? Ben Bradley. Donc la vraie personne. J'ai l'impression il se mettait souvent assis un peu avachi avec les pieds sur la table, parce que dans Les Hommes de Président, le personnage fait la même chose. Ah oui, c'est ça. Parce que... j'ai l'impression que c'était un truc que tout le monde savait. Ça fait un peu aussi posture cliché, tu sais, du je pense que c'est au niveau de l'acting, je pense qu'il s'est dit qu'il a repris les mimiques, et je pense que ça en fait partie. En plus, il y a vraiment des moments où il insiste bien dessus, où tu vois vraiment Tom Hanks avec ses pieds qui prennent la moitié de l'écran, oui, c'est ça, sur la table comme ça. Oui, mais il y a des moments, tu sais, il est debout, il a juste, tu sais, une jambe sur une chaise, tu sais, genre un peu là où 77, tu sais, là, avec les mains sur la taille, là. Ça fait le mec un peu, tu sais, avec le pied sur une bûche, tu sais, le chef, quoi. Quand il lit le Times, effectivement, pour la première fois, il a vraiment une position qui est totalement confortable. Il a même pas le pied sur la chaise, il a le pied sur le bureau. Oui, c'est ça. Ce qui fait qu'il fait un grand écart et son pantalon, il doit craquer à un moment donné, quoi. Ça n'a pas de sens. Il est un peu clownesque, en fait, Tom Hanks, dedans. Il est à côté. Même quand il se met à courir, il court dans les couloirs, tu sais, là. Il a ses pieds, tu sens qu'il est pas à l'aise à courir, il est un peu engoncé, là. Il est là, il se secoue dans tous les... C'est drôle aussi. C'est un cow-boy un peu empoté, quoi. Oui. Puis il a un accent hyper forcé. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Hein. Moi, je l'ai regardé en VO. Et en VO, il a un accent, je trouve, c'est vraiment à couper au couteau, quoi. Genre, vraiment, il fait fuck. Oui. Mais encore une fois, je pense que c'est pour coller au personnage. Hein. Enfin, pour la vraie personne, je pense que. Ça marche super bien. Il y a un autre moment fort de prise de décision que fait Kay et qui a un sens d'un point de vue sexisme de l'époque. C'est à la fin, il y a toute la scène avec la cour. Alors, pour refaire l'histoire du film, c'est que le Times publie une partie des documents
Bref, la Cour suprême dit vous arrêtez de publier et vous avez un procès. Le Washington Post fait la même chose. Ils sont avec le Times du coup. Oui, et c'est parce il y a que le Times qui est là aussi. C'est C'est ça. important pour la scène. Enfin, Et du coup, le Washington Post fait la même chose. Paf, ils se retrouvent tous à la Cour suprême et ils se retrouvent du coup les deux journaux face au juge de la Cour suprême. Magnifique scène parce que je trouve le bâtiment magnifique. Très beau. Et ils se retrouvent sur le banc des accusés. Où Abe, le dirigeant du Times, fait un peu la tronche quand même, comparé aux gens du Post qui, eux, sont très contents, n'ont pas du tout le même visage. Et... Esprit de famille. Tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont très contents d'aller en famille au tribunal, du coup. Il y a un truc là-dedans, tu vois, qui... Ils se soutiennent, quoi. Ouais. C'est pas l'usine. Ouais, clairement. Tu vois. Et ils sont hyper contents d'être là. Après, je pense qu'il y a ce côté un peu de Abe qui regrette sa décision. Oui. Bon, même s'il le dit pas. Et après, du coup, il sort du Puis tribunal. lui, il est déjà à charge depuis longtemps, tu vois. Enfin, Oui, parce qu'ils sont déjà condamnés sur le truc précédent aussi, tu vois. oui, c'est ça. Ouais. Et en plus de ça, le Times a une plus grosse charge que le Post, qui lui est normalement considéré comme le journal local de Washington. Oui. Et donc ils sortent enfin du tribunal, et donc Abe, celui qui dirige le Times, va tout de suite vers les journalistes au centre du bâtiment et parle à des journalistes qui sont exclusivement des hommes, et il est au-dessus, en train de parler vers le bas. Et du coup, Ben, le chef éditorial de Rupert Murdoch, dit « Ah, Kay, vous voulez pas aussi y participer ?» Elle dit « Non, c'est bon. » Et elle descend dans une... Ils sont à gauche aussi. Enfin, tu vois, ils sont pas dans le même cadre que... C'est là, ils sont excentrés, donc c'est vraiment des gens différents qui font des méthodes différentes. Et ils descendent par une allée d'honneur qui est composée uniquement de femmes. Et je trouve qu'il y a un côté très hyper silencieux en plus. Personne n'applaudit, personne ne pose de questions. Il y a un côté très respectueux de « Waouh, vous avez pris cette décision, vous l'avez fait, vous, en tant que femme, et vous vous imposez. » Donc il y a un espèce de profond respect qui se dégage de ce moment. Une identification aussi. Enfin, il y a un côté, je pense, du coup, un côté, c'est une héroïne finalement. Ça devient une héroïne. Et en plus de ça, ce côt, je retourne au peuple parce que c'est là où est ma place finalement. Quoi. Contrairement au Times qui a besoin de se donner... et qui est quasiment une scène en miroir de la scène dont je parlais tout à l'heure. Où elle montait les escaliers vers les hommes, là, elle redescend. Tu vois. Vers les femmes. Ouais. Qui la regardent, mais c'est vrai que le regard qu'elles ont toutes sur elle, c'est magnifique. C'est un super plan, en plus. C'est un très très beau plan. Je crois que c'est un seul plan en plus qui est fait. Spielberg fait beaucoup de plans séquences qui sont pas forcément extrêmement longs, tu vois, comme dans les films qui font un peu. Voilà. Mais très bien foutu, tu vois. Et pour continuer un peu dans tout cet aspect féministe qui est très bien fait et qui prend une place folle dans le film et qui est absolument justifié et très très juste pour une fois. Il y a une scène de repas, je crois que c'est chez McNamara, je crois. Oui, c'est ça. Où en fin de repas, les hommes commencent à parler politique ou je sais pas quoi. Et là, il y a la maîtresse de maison probablement qui se lève et dit « c'est le moment pour nous de s'en aller ». Ce qui montre le conditionnement. Enfin, ça en est au point où c'est les femmes qui disent non, ça nous sortirait quoi maintenant. Et alors que c'est des femmes importantes en plus. En plus, il y a une superbe transition où alors là tu vas me refaire le dialogue parce que je sais plus du coup ce qui est dit. Il y a un personnage qui dit s'ils savaient ils en riraient ou je sais pas quoi. C'est ça. En fait c'est que on suit les femmes qui vont dans le jardin, dans le petit salon. Salon, elles commencent à parler d'un truc et puis alors c'est des conversations très bas de plafond, sans être méchant. C'est pas elle le problème, c'est plus c'est que c'est ce qu'ils voulaient montrer. Et elle dit s'ils entendaient ça ils en rigoleraient, et il y a un cut très rapide pour montrer les hommes qui eux en rigolent d'un truc très politique, etc. Que au passage moi ça m'a choqué parce que, mais après c'est parce que je suis né dans cette nouvelle éducation, mais c'est que du coup je me suis dit mais Kay pourrait clairement suivre cette discussion parce que c'est quand même la directrice d'un journal international après. Bien sûr que oui. Mais si elle était là personne n'écouterait. Oui, c'est ça aussi. C'est presque triste parce qu'il y a un plan qui est super triste justement où la première fois qu'on voit où justement les femmes se lèvent, on voit le petit salon avec couleur très rose machin, tu vois, dans le cliché en fait, vide, tu vois. Et tu les vois qui arrivent tranquillement. Il y a un côté triste. Oui, ça c'est un peu on vous remet dans votre parc un peu quoi. Ouais, il y a un truc quand au parc fait pour vous tel qu'on vous considère, avec des couleurs bien pastel, bien rose, tu vois, un peu enfantin, un peu. Allez dans votre jardin d'enfant, tu vois. La bonbonnière américaine, cliché. On adore. Non, en tout cas, c'est très bien fait dans le film parce que du coup, pour moi, il fait les deux messages qu'il veut faire passer, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire le côté documentaire vis-à-vis du sexisme et de la montée de l'affirmation de la femme
sur les années 70, Mm. et en particulier du coup à travers le personnage de Kay, et aussi la transformation du rôle de la presse, qui est plus incarné par son éditorialiste, qui à la base fait quand même quelqu'un qui est hyper arriéré dans sa manière de faire, parce que c'est comme lui qui est défini comme le vieux cow-boy, etc. Je trouve qu'il est assez nuancé quand même. Bah, au début, je trouve que quand on le présente sans le voir lui, Ouais. les gens disent c'est le vieux cow-boy, quoi. C'est le Oui, vieux de la oui, vieille, oui, quoi. mais c'est pas forcément un type totalement. Mais lui est pas déconnecté, ouais. Je trouve qu'il est, enfin, il y a un côté un peu équilibré où à la fois c'est un type pas sympa et à la fois c'est quand même un type super. Tu vois. Il y a. Oui, mais c'est ce que je voulais Il dire. est ni tout blanc ni tout noir pour le coup, je trouve. Ah, c'est pas une question de. On te le présente pas comme quelqu'un qui va. Il est gris, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, non, mais je parlais pas de son caractère en tant que gentil méchant, c'était plus le côté. Il est présenté comme le traditionnaliste, le cow-boy traditionnaliste, alors qu'en fait, c'est lui qui va apporter justement ce regain, cette nouveauté en disant si, on va le publier parce que. Lui, il donne l'impulsion un peu. C'est ça, on va arrêter d'être avec le gouvernement et on va devenir le vrai quatrième pouvoir, qui est le contre-pouvoir, parce que si eux ne nous disent pas la vérité, et si nous on le dit pas, qui le fera ? C'est une phrase du film. Hein. Mais au-delà de ça, il a aussi ce côté, il s'oppose à Kay parce que lui, il est prêt à prendre n'importe quel risque. Il le dit à nombreuses reprises dans le film. Quand il dit je suis prêt à me couper la couille gauche pour pouvoir pour être me retrouver au tribunal, bah, à côté de Kay qui a sa scène où elle dit je suis en train d'éplucher les documents d'assurance. Je dis bon, bah oui, ça pose vraiment les persos. En plus d'être un peu marrant, même si c'est un peu beauf. Mais... ça pose très bien le personnage, c'est ça que je veux dire. Et puis il le dit même aussi, si on ne le publie pas, on a aussi des gens qui quittent la maison, quoi. Oui, c'est ça. Et des bonnes personnes, parce qu'elles sont définies au début comme des très bonnes personnes, des très bons journalistes et tout, donc c'est vrai que ça lui met un peu plus de pression, quoi. Et au-delà de ça, c'est un personnage qui est, comme tu disais, traditionnel, enfin, qui est plus dans l'air du temps presque. Et ça, c'est souligné encore une fois par la mise en scène, je trouve. Alors peut-être que vous n'allez pas être d'accord, mais peut-être que je suis un peu tiré par les cheveux. Mais il y a une scène notamment que c'est en voiture et je sais plus où il va, mais en tout cas il est en voiture. Et il se retrouve dans la foule avec des jeunes qui manifestent. Oui. Enfin, encore une fois, c'est tout ce côté aussi. Mais 68 et compagnie, enfin toute cette révolution entre guillemets qu'il y a chez les jeunes à cette époque-là. Et t'as cette scène où il est au milieu de la foule et il peut plus avancer. Et tu vois tout autour de lui les jeunes qui avancent. Tu vois, il est plus dans le courant, quoi. Ils avancent, ils progressent devant lui, ils vont de l'avant et lui il est déjà en retard. Ouais. Puis il est dans sa bulle aussi, quoi. Il est dans sa bulle en plus, ouais, c'est ça. Mais ce côté, nous on prend de l'avance parce que même la scène qui vient juste après ça, c'est la fille de Spielberg qui joue une hippie qui débarque au bureau en ayant déjà les papiers. Oui. Peut-être, je sais pas. Je suis assez peut-être que je vais trop loin, mais je suis assez d'accord. Je m'étais dit c'est marrant quand même. On sent vraiment ce côté où lui il est plus dans le coup et la jeunesse va prendre le pas et va apporter les vraies réponses, quoi. D'ailleurs, tous les jeunes qui sont présentés dans le film, en dehors des masses, c'est souvent des gens qui sont un peu non conventionnés et qui vont au contraire des règles. Par exemple, il y a la jeune hippie, bon déjà c'est une hippie, qui rentre dans un bureau de gens très costumés, qui dépose un papier, donc elle est très en adéquation avec son décor. Et après ça, l'autre qui m'a marqué, c'est quand il rentre dans la Cour suprême et qu'il y a une petite jeune qui est avec plein de cartons qui dit on a l'entrée qui est par là, madame, si vous voulez venir avec moi, et qui accompagne Kay vers l'entrée, qui dit je ne dois absolument pas vous parler normalement, et qui brise un peu ces règles-là en disant voilà, moi ce que vous avez fait, je trouve ça incroyable. Voilà. Et du coup, ça rajoute un peu ce côté de une jeune avocate rencontre un peu son héroïne, quoi. Et après, se fait marcher dessus par un homme. Ce qui en dit long sur ce qui reste à faire. Clairement, dans le milieu des avocats, c'était pas gagné. Ouais. Alors moi, je vais terminer sur une petite phrase qui... On parlait on a commencé un peu le podcast en parlant de western. Il y a une phrase qui vient encore souligner ça comme il faut vers la fin du film, quand il parle des risques qu'ils ont à échouer leur entreprise. Je sais plus quel personnage dit ça, c'est peut-être Tom Hanks, ça m'étonnerait pas, qui dit on sera tous exécutés à l'aube, qui est une phrase typiquement de western. Et ça, c'est lui qui dit ça. Et c'est ce genre de phrases qui reviennent de temps en temps ponctuer le film, qui achèvent de faire de ce film un western. Enfin, pour moi, ça a été réalisé et filmé comme un western, ou quelque chose dans l'action et qui te prend en fait, qui t'embarque. J'avais pas vu ça comme ça, mais je suis d'accord. Ça t'embarque complètement du début à la fin. C'est le Washington Post en duel contre l'État. Ouais. Et c'est
parfait. Enfin, je veux dire, je suis un peu maladroit dans mon explication, mais en gros, Spielberg a compris qu'il fallait faire tout passer par l'image et la narration par l'image, par la mise en scène, par le cadrage, par le rythme du montage. Parce que beaucoup de films de ce genre-là n'ont pas forcément compris, où c'est très factuel, très plan-plan. Oui, on parle. Là, on te fait vivre le truc à travers des vrais personnages qui sont tangibles, qui ont des émotions, qui vivent des trucs, enfin, voilà. Des trucs tout cons. Par exemple, quand t'as Tom Hanks qui est avec le ballon de la gamine dans les mains et qui est en train de le contracter parce qu'il est hyper nerveux. En vrai, ça apporte pas grand-chose à l'histoire, on s'en fout un peu. C'est juste que ça t'apporte... Enfin, c'est drôle. Tu comprends que le personnage, c'est un personnage, tu vois. C'est trop bien. Il vit un truc, il est dans l'émotion aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Et il amène de l'émotion. Et c'est vachement important. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose que vous auriez remarqué dans ce film? Alors moi, j'ai eu un problème avec le film, c'est que au milieu du film, Ben, je sais plus quel reporter, en tout cas, va récupérer enfin les documents du Watergate, du Pentagon Papers. Les Pentagon Papers. Je m'avance. Et en fait, il rentre dans le motel où Dan se trouve et il a posé toutes les fiches sur les lits dans un motel. Et du coup, la seule question que je me suis posée pendant toute cette scène, c'est Dan, tu dors où? La moquette a l'air bien, mais c'est tout, quoi. Ça m'a trigger, moi, sur cette scène. Mais il dort pas, le mec. Mais à mon avis, vu le niveau de stress qu'il a avec ce qu'il a fait, je pense que le mec ne doit pas dormir énormément. La poubelle est remplie de caféine. Oui, c'est ça. Même pas besoin, même, c'est juste l'enjeu, le simple enjeu que... Mais tu vois, ça c'est un truc rigolo, parce que tu soulèves ça, parce que t'as souvent des moments dans les films où tu te dis, non, c'est pas possible, il ferait pas ça. Et typiquement, oui, en vrai, je suis pas sûr qu'il étalait forcément les pages sur un lit, mais cinématographiquement, c'est visuel, ça marche. Ça marche de ouf. Ça marche de ouf parce qu'en plus, du coup, il se jette dans les papiers, il commence à les regarder un par un. Et... On a vu le même film, t'es sûr? Il se jette dans les papiers. Non, il se jette pas. Il se nage dedans comme tu vois, il saute sur le lit avec les papiers qui s'envolent, c'est ça? J'ai une image chelou. Hein. Moi, j'ai vu Panama Papers en fait, donc forcément, je me suis planté. Bon, en tout cas, le film après se clôture sur deux scènes que j'ai beaucoup aimées. Nixon qui vraiment est vulgaire déjà et dit le Washington Post plus jamais chez moi, alors qu'il l'avait au passage déjà dit, et il ne croit pas si bien parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y a Kay qui dit j'espère qu'on n'aura plus jamais de problème, et on enchaîne avec le cliffhanger, c'est-à-dire cette scène qui, si les gens connaissent pas l'histoire, doit sembler juste bizarre. Parce que, en fait, si tu connais pas le Watergate, l'événement du Watergate, pour toi, c'est juste comme la scène de Forrest Gump. Quand tu connais pas le Watergate, la scène de Forrest Gump où il est dans l'hôtel. Mais là, pour le coup, je pense qu'aux États-Unis, c'est un truc beaucoup plus ancré, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être qu'en France, on n'a pas compris. Mais non, mais même en France, tu vois, où tu dis Watergate, les gens ont déjà entendu ce mot-là. Mais je pense qu'aux États-Unis, c'est genre, tout le monde sait ce que c'est. C'est vrai. Parce que du coup, la scène. C'est beaucoup plus enseigné dans l'histoire, tu vois. C'est un truc. Enfin, je pense que c'est un truc vraiment que tout le monde sait. C'est possible. Et je pense que, tu vois, à la fin, ils disent, on entend l'appel téléphonique, il y a des trucs au Watergate. Ouais. Je pense même que s'il n'avait même pas mis cette phrase, les gens auraient compris aussi, tu vois. Ouais, parce que visuellement, tu as ce plan extérieur où tu vois les bureaux noirs avec les lampes, ça, c'est un plan que tu vois dans Forrest Gump, que tu vois, ce plan est hyper emblématique. Donc, on attend maintenant Pentagon Papers 2. Oh, si seulement. Si seulement Spielberg pouvait faire un remake des Zones du Président en mieux. C'est ça. Qui sait, pourquoi pas, hein, s'il fait Ready Player One. Je suis désolé pour ceux qui nous écoutent, mais vraiment ce film, je sais qu'il est très célèbre. Alors, il a été fait juste après. Il a été fait en 74, 73, un truc comme ça. Juste après les événements du Watergate. Donc il y a peut-être un côté, il faut qu'on explique ce qui s'est passé, plus documentaire. Mais il y a d'autres films dans ce genre-là aussi où c'était très plan-plan, où je sais pas, manque de mise en scène, manque d'émotion, manque d'implication, je trouve, du spectateur. Mais attends, Steven Spielberg a annoncé qu'il faisait Ready Player 2. Peut-être que pendant les FX de Ready Player 2, il aura le temps de faire les Watergate Papers. Peut-être. On croise les doigts. Formule qui marche. Ouais. Clairement. A priori, là, il est quand même parti plutôt sur Bullet. Ah oui. Alors, je sais pas si c'est une suite, un remake, je sais pas quoi. Mais a priori, il partirait sur Bullet. S'il fait une super poursuite en bagnole, je dis oui. Oui. Surtout qu'il en a déjà fait une il y a longtemps. Parce que la poursuite de Bullet avec la Ford Mustang de Steve McQueen. Filmé comme duel, moi ça me va. Tu vois. Ouais, oui, tout à fait. Déjà. Elle est comme géniale. Ouais. Ça a beau avoir. C'est un vieux film maintenant. De quoi Bullet. Ah oui. C'est une des meilleures poursuites jamais filmées. Hein, voilà. Mais moi je préfère French Connection. Ah oui, évidemment. J'ai dit une des. J'ai pas eu là.
Faut que je regarde tous les films que vous avez cités. Il va falloir que tu rattrapes un petit peu. Ouais, ça va être long. Hein. Duel, je connais. Duel, tu l'as vu et j'ai adoré Duel. Lui, je peux te le prêter. Ah, bah, super. Duel, tu l'as vu du coup. De toute façon, je vais pas dormir visiblement. Donc... Non, là, c'est mal parti. Il faut que tu vois tous les Spielberg, je suis désolé. Là, c'est pas possible. J'ai vu Jurassic Park. J'ai vu Avatar. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas un Spielberg. Mais je l'ai calé 2 fois. Aïe. Voilà, merci les gars, j'espère qu'on n'a pas été trop brouillon. Cette fois, on est peut-être plus déstructuré que la dernière fois. Enfin, on était un peu plus. Voilà. Mais je pense qu'on a. J'espère qu'on vous a donné envie de le voir pour ceux qui l'ont. Enfin, si vous l'avez pas vu et que vous avez écouté le podcast, c'est pas ouf. On va rien dire, mais. Bon, mais enfin, même si vous avez écouté, allez le voir. Et de toute façon, allez le voir, c'est un excellent film. Et... Pour voir Tom Hanks faire un doigt d'honneur, regardez le film. Puis très beau visuellement. Il fait un doigt d'honneur parce que quand le mec a le carton, après avoir vu la hippie, le mec parle et l'autre va lui donner les papiers. Il fait un doigt d'honneur à son rédacteur à côté. Ah bon? Ouais. J'ai pas vu ça. Mais si, juste avant qu'il. Oui. Juste avant qu'il ait le document. Ils sont en train de déconner entre eux, en train de rigoler, en train de se vanner. Et puis l'autre, c'est Thomas qui lui fait un petit feu comme ça. Il lui fait pas juste un geste genre barre-toi Non, je crois que il a raison. Okay. Ça me dit quelque chose en fait. Oui, si. Voilà, donc si vous voulez voir le doigt d'honneur de Tom Hanks, il faut vraiment voir ce film. Bon, c'est pour montrer aussi le côté. Voilà, on est une famille aussi, quoi. Entre nous, on dit des conneries, même en équipe de rédaction. Voilà, exactement. Simon, tu n'es pas obligé de me faire un doigt d'honneur, du coup. Tiens, voilà. c'est ça. Fallait pas me tendre la perche. Tu reviendras plus, je suis désolé. Il me virait. Non, mais c'est cool en tout cas tu sois revenu, Maxime, parce que c'est vrai que c'est cool qu'on soit. Plus on est pour avoir des points de vue différents, plus c'est intéressant, je trouve. Plus on rit, tout à fait. C'était juste pas un film qui traitait de jeux vidéo, donc du coup, j'étais complètement perdu. Mais t'avais quand même envie de venir, donc on t'a accueilli. Oui, c'est vrai. Ça m'a fait trop plaisir. Non, c'était trop chouette. Écoute, tu reviendras la prochaine fois, et puis on aura David aussi qui peut pas venir, qui pouvait pas venir aujourd'hui, mais qui serait bien chaud pour revenir. Avant de terminer, est-ce que vous avez des recos de films Ouais. Alors, en lien ou pas moi j'en ai parlé tout à l'heure. Plutôt en lien. Mais... en lien du coup, ouais. Alors un minimum de lien. Oui. Après, alors moi il y a le Frost Nixon, l'heure de vérité, qui date de 2008, de Ron Howard. Voilà, avec alors que c'est Frank Langella qui joue Nixon et Nick Frost, donc le journaliste britannique qui. C'est Nick Frost Non, c'est pas Nick Frost, c'est comment? Ah putain, mais c'est pas Nick Frost toi, qui... Avec Simon Pegg qui joue Simon Pegg. Mais c'est pas Nick Frost. Ah oui, non, c'est moi qui je me fais je veux voir ce film. Je vois tout de suite un message à Edgar Wright. C'est pas Nick Frost, c'est quelque chose. En tout cas, il s'appelle Frost. Après la trilogie Cornetto. Oui, j'aurais pas dû la voir, je pense. D'ailleurs, on va. En quatrième film. D'ailleurs, on devrait parler d'Hot-Fuzz la prochaine fois. On pourrait parler d'Hot-Fuzz. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, le journaliste, c'est un journaliste très connu, qui était très connu en Angleterre, quoi, et qui a réussi à convaincre Nixon en fait de faire vraiment une interview face à face sur plusieurs jours en fait. Vraiment, c'est tout le film tourne autour de ça. Et qui finit par lui tirer les verres du nez à propos du Watergate et même lui soutirer des excuses. Enfin, il y a tout un truc vraiment qui et c'est un super face-à-face très très chouette. Ok, très bien. Voilà. Moi, j'ai parlé d'un autre film qui est pas vraiment un film puisqu'il est officiellement, il n'existe pas. La classe américaine. Je sais pas si t'allais en parler. Parce que je vais quand même en parler. Parce que du coup, voilà, le lien, il est pas si évident que ça finalement. Mais... maintenant, quand on sait, si. On parlait des Hommes du Président, qui était le film sur le Watergate, qui était, à mon avis, un film qui n'était pas forcément. Où on s'investissait pas beaucoup par rapport au Pentagon Papers. Il y a beaucoup de scènes de bureau assez banales, avec Dustin Hoffman et puis Roger Moore. Non, c'est Roger Moore. Ne regarde pas, je sais pas. N'importe quoi. C'est merde. Robert Redford. Oh là là. C'est Robert Redford. Donc c'est moins 10 points pour Gryffondor. Oui. Shame on me. Donc voilà. Dustin Hoffman et Robert Redford. Et donc ces scènes sont reprises par Michel Hazanavicius. Voilà, on va y arriver. Je suis fatigué là. Et dans son film qui n'existe pas, qui s'appelle La classe américaine, qui est un film qui rassemble une tripotée de séquences de films américains de la Warner, et qui a été monté avec des doubleurs français, des vrais doubleurs, et ils ont complètement inventé un film basé sur Citizen Kane avec John Wayne dans le rôle principal. C'est n'importe quoi, c'est génial, c'est extrêmement drôle. Moi j'adore ce film.
ce film, comme on dit. Donc, et qui reprend énormément du coup de scènes des zones du président. Avec les fameux. Avec les fameux Peter et Steven. Peter et Steven et leur Wish Lorraine. Voilà. Donc, il est sur YouTube, donc c'est facile à voir. Ça dure 1 heure, c'est cool. Et vous ne pourrez pas vous en passer. Voilà. Alors juste pour me corriger, donc c'était pas Nick Frost, effectivement, c'était David Frost. Okay. J'ai été influencé par la trilogie Cornetto, j'en suis désolé. Donc, et c'est Michael Sheen qui joue le rôle de David Frost. Voilà. Mais c'est un très bon film. Oui, Michael Sheen, bah oui. Voilà. Maxime. Oui, moi j'ai évidemment bien préparé mes recos, donc je vais conseiller La Classe américaine pour les mêmes arguments. Forrest Gump, parce qu'en fait, du coup, il y a plein d'événements américains qui se passent pendant Forrest Gump, et donc plus tu développes ta culture, plus tu découvres des trucs dans Forrest Gump, tu fais ah mais du coup ça fait référence à ça, c'est marrant tellement. Et je vous invite à écouter tout ce qui est documentaire lié aux Patagon Papers, parce que finalement les Patagon Papers, il y a très peu de choses faites autour de ça, très peu d'analyses et tout, sauf du coup poussé sur des documentaires. Et en fait, ça a eu un vrai impact au niveau de la presse, pas que pour le Washington Post, aussi sur la manière dont la presse a interagi du coup avec le gouvernement américain. Et du coup, moi, je me suis un peu renseigné et j'ai trouvé ça aussi passionnant que les Watergate, quoi. Ok. J'ai cru que tu allais faire une reco sur un jeu vidéo, mais... Baldur's Gate 3. Il n'y a aucun rapport du coup. Cherche le rapport, vas-y. Je le ferai au prochain épisode. Eh ben, merci les gars. Voilà, on espère que ça vous a plu et qu'on refera un podcast très bientôt, j'espère. Voilà, je sais pas quand est-ce qu'on va diffuser ce podcast parce actuellement on enregistre ça 1 semaine après l'enregistrement de Last of Us. Ouais. Peut-être que j'attends un petit peu, je ne sais pas, je vais voir. Ouais. On va voir. Voilà. Et le prochain, écoute, on verra ce qu'on fait. Sur quoi Vous avez dit Hot Fuzz. Pourquoi pas Hot Fuzz je préfère Shaun of the Dead. Ouais. Ah. Oh, il y a des accords. Oh là. On va s'arrêter là. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau podcast sur un prochain film. Voilà, on vous espère nombreux pour le prochain. Déjà pour celui-là, ce serait bien. Ouais. Voilà, n'hésitez pas à partager aussi autour de vous le podcast YouTube ou Spotify. Voilà. Merci beaucoup à vous, messieurs. À très bientôt. Merci à vous. Bisous. Ciao.